Chocolat, voilà bien un mot qui évoque des extases indescriptibles. Est-il un homme, une femme ou un enfant qui n'en a pas désiré, qui n'en a pas dévoré et qui l'instant d'après n'a pas rêvé d'en dévorer encore? C'est en ces termes que la maître chocolatière américaine Hélène Gonzalez aime à décrire le chocolat. À l'origine, quelques fèves de cacao récoltées en Amérique du Sud et à l'arrivée des confiseries, des gâteaux et des desserts en tout genre qui font le bonheur de millions de gourmands et de gourmets. À tel point que le chocolat tient chaque année son propre salon à Paris où nous accueille le chocolatier français Jean-Paul Evin. Alors évidemment, là, c'est tout l'aspect présentation des produits aux clients dans ce salon. Il y a aussi des boutiques, mais il y a aussi derrière les boutiques le laboratoire de fabrication de tous ces chocolats. Et là aussi, on fait beaucoup de recherches. Et là, j'aimerais bien vous faire visiter cet endroit. Alors, comme promis, je vous ai ramené au laboratoire de chocolat. C'est là où on fabrique tous les chocolats qui sont vendus dans nos boutiques, voire qui sont vendus dans les boutiques du Japon aussi. Tout part d'ici pour le Japon. Alors par exemple, si on prend le cas d'une ganache, la ganache c'est toujours le chocolat, la crème, un peu de beurre, il peut y avoir des infusions, des choses comme ça. Donc là on va chauffer tout ça ici, ensuite on va mettre le chocolat broyé, haché dans cette grande cuve, et puis là on va y verser la crème. Ensuite, on va tourner délicatement pendant environ une trentaine de minutes pour amener cette température à 32 degrés. Et ensuite, on va étaler sur les marbres pour refroidir la masse, qu'on appelle la masse, le mélange. Alors, la masse qu'on a fait tout à l'heure, qui s'appelle une ganache, on l'a coulée pour la refroidir, la cristalliser. C'est-à-dire durcir un petit peu cette pâte de chocolat. On découpe des grands carrés de 35 cm par 35 environ. Et là, on va les poser sur cet appareil qui s'appelle une guitare. Et puis ensuite, on va découper en petits carrés. L'enrobage, c'est une machine qui s'appelle l'enrobeuse, avec un tapis, et on va poser délicatement les petits carrés de chocolat et ça va passer sous deux rideaux de chocolat, c'est-à-dire que le chocolat va asperger complètement le bonbon de chocolat. Ensuite, ça sort du tunnel, entre guillemets, et on va le faire sécher, le faire cristalliser encore une fois, et on peut le déguster. Ensuite, ils ont été refroidis puisque ça dure environ une dizaine de minutes à une température de 15 degrés. Donc la cristallisation est faite, on peut le voir là, et ce chocolat est rangé directement dans la boîte. Et puis de là, c'est stocké et ça part dans les boutiques directement. La marque Jean-Paul Evin s'est assez rapidement tournée vers le marché japonais, comme de nombreux autres chocolatiers français. Mais l'histoire d'amour entre le Japon et le chocolat a aussi donné des idées aux Japonais eux-mêmes. À Tokyo, la boutique Chocolat de H propose des chocolats haut de gamme imprégnés d'une touche japonaise. Le chocolat de H の辻口です。このお店は2002年の4月にオープンしました。 Bonjour, je m'appelle Tsujikushi. Je suis le propriétaire de Chocolat de H, un magasin que j'ai ouvert en avril 2002 dans le district de Roppongi à Tokyo. Mon objectif était de créer un endroit pour les adultes entièrement dédié au chocolat.
Le concept, c'est de développer le chocolat japonais à travers le monde. Je voulais exprimer dans un carré de chocolat toute la subtilité des saveurs japonaises. Quand je crée, je pense toujours à la touche japonaise et à mon envie d'exprimer la culture japonaise. Il y a par exemple la cérémonie du thé. Quand on boit le thé, il y a la vue, le bol et le goût du thé. C'est un ensemble. Donc je pense qu'il est important d'exprimer un univers. Eh bien c'est pour cela que j'aime bien que les gens, quand ils entrent ici, sentent le parfum du chocolat tout en discutant au comptoir ou en dégustant un chocolat en terrasse. Finalement, c'est tout simplement ça mon concept. C'est vrai qu'au Japon, il y a une concentration de bonnes choses du monde entier. C'est très difficile de surprendre les gens, mais cela m'amuse. C'est la preuve que les goûts sont très différents d'une personne à une autre. On peut trouver une nouvelle façon de travailler qui accompagne l'évolution des goûts alimentaires. Créer un produit et le conserver indéfiniment est dépassé. Je pense qu'il faut sans cesse créer et présenter de nouvelles choses sur le marché japonais. Vous savez, je n'aime pas faire les choses en grande quantité. Je préfère créer artisanalement des produits différents qui révèlent l'essence de leur goût. Je pense que c'est exactement cela que veut le marché japonais. Il y a 32 sortes de chocolat, dont un qui change tous les mois. Le chocolat du mois de novembre est une ganache avec des pommes de saison, des cookies et du caramel. Un chocolat qui plaît beaucoup en ce moment est le Kuryoro, une ganache toute simple décorée d'une feuille d'or. Dans notre magasin, le chocolat le plus cher est fait avec une truffe noire, un des 3 aliments les plus rares. Il coûte près de 7 € pièce. Les gens l'achètent souvent comme cadeau.
Le Maroon Pie est un gâteau qui figure parmi nos classiques. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent régulièrement. Le week-end, nous sommes en rupture de stock dès 14 h. Pour les amoureux du chocolat, pas de doute possible. Le chocolat est belge ou n'est pas. Chocolatier d'exception, Pierre Marcolini connaît une réussite fulgurante. En 1995, il crée son entreprise en Belgique. Aujourd'hui, il possède des boutiques à Paris, à New York, à Londres et à Tokyo. Ce magicien des sens s'est imposé deux contraintes, le respect absolu des produits et l'accord harmonieux des saveurs. Regardons un peu les habitudes alimentaires. Est-ce que les habitudes alimentaires sont toujours les mêmes du temps d'Escoffier jusque maintenant? Est-ce que la façon dont on prend un lunch est la même façon qu'il y a une vingtaine d'années ou il y a une trentaine d'années? Donc c'est pas si loin que ça. Et je me suis posé dans la même démarche au niveau du chocolat. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas réinventer le chocolat? Alors on a commencé en 1994 à faire des goûts qui étaient nouveaux, qui aujourd'hui commencent à devenir classiques. Donc par exemple des chocolats à base de thé, des chocolats à base d'épices. Et puis la première question aussi qu'on s'est posée, est-ce que le diamètre et la façon dont on mange le chocolat est la même. Et on a commencé à faire des chocolats qui faisaient 8 grammes, alors que les grandes maisons étaient aux alentours de 15 à 20 grammes. Je crois qu'elles le sont encore. Mais nous sommes restés dans un profil en se disant une intensité de goût avec quelque chose qui soit petit. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Donc on a un petit peu bousculé les habitudes au niveau du monde du chocolat. Il est clair qu'à un moment donné, quand vous recevez un ballotin, que vous faites du Waterloo sur l'assiette en se demandant si le chocolat du dessus se retrouve en dessous, et on triture un peu tout ça, j'ai été plus loin dans la réflexion, c'est dire l'emballage doit être en adéquation avec les chocolats, et si l'emballage doit être en adéquation avec les chocolats, l'environnement aussi, la façon d'accueillir. Donc ça a été une première démarche, c'est de créer un environnement qui le soit. La deuxième, c'est de dire aujourd'hui, quand un créateur a créé ses chocolats, comment est-ce qu'il peut se renouveler? La même façon que la haute couture, la même façon qu'un artiste, la même façon qu'un restaurant, c'est de dire est-ce que le chocolat aujourd'hui doit être quelque chose de figé? Est-ce que quand on a fait le praliné aux amandes, il n'y a pas moyen de faire autre chose aussi que ça? Créer, surprendre, fasciner, voilà bien un rôle que le chocolat interprète à merveille. À Megève, le restaurant Flocon de sel propose à ses hôtes un dessert chocolaté des plus surprenants. On va faire un ballon au chocolat, donc un chocolat extra bitter mis à température. On va prendre des ballons de baudruche comme pour les enfants, on va les tremper dans le chocolat et ensuite on va les crever, récupérer la coque, faire un fondant au chocolat et ensuite on va faire une petite, on va faire disparaître la coque de chocolat en la flambant avec de la chartreuse.
Le chocolat est avant tout une affaire de famille. Dans la famille Auer, on ne compte pas moins de 5 générations de chocolatiers. Thierry Auer nous a accueillis dans sa boutique historique de Nice. Je fais plus comme avant, mais c'est toujours comme avant. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que j'ai gardé cette tradition, ce côté, il ne faut pas que ça change. On est de 5 générations de père en fils depuis 1820 à peu près. En fait, nous sommes venus de la vallée des Grisons en Suisse. Nous sommes descendus sur la côte. Au départ, nous étions vers Toulon. Et rapidement, 1870, 1850, on était à Nice. Nous sommes arrivés dans ce magasin et depuis, nous n'avons plus bougé. Mon luxe à moi, ça va être la première chose, c'est d'acheter ce que je veux comme produit. Je ne cherche pas à savoir le prix, je cherche d'abord à avoir la qualité. Ça va pour mes fruits confits, j'achète des clémentines qui sont pratiquement bio, je les achète dans le coin, directement aux paysans, je les paye beaucoup plus cher, mais il n'y a pas de comparaison. Au final, elles sont meilleures que les autres. Quand je fais des pralinés, j'essaye de garder vraiment ce côté artisanal du praliné, parce que les gens ont tellement l'habitude de manger des pralinés ailleurs, qu'on se retrouve souvent avec des choses qui donnent une impression de beurre, de gras, de liquide, et c'est pas trop le style de la maison. Chez nous, quand on mange un praliné, ça se croque plus que ça se mange. C'est un petit peu pareil pour les ganaches. Je beurre pas mes ganaches, je ne rajoute jamais de matière grasse dans les ganaches, c'est crème et chocolat. Dans la famille, chacun a amené un petit quelque chose. Moi, j'ai malheureusement enlevé la pâtisserie, mais par contre, je me suis adapté au monde moderne. Le monde moderne, les gens commandent sur Internet. Donc c'est vrai que j'ai fait un site Internet sur lequel on peut commander tous les produits qui sont expédiables et je les envoie dans le monde entier. Donc ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Et c'est surtout, comme c'est un site que je gère moi-même, dans mon magasin, je sais ce qui se passe. Ma plus grosse réussite, on va dire, ça a été d'adapter un vieux magasin avec des vieux produits à un commerce moderne et rentable. Voilà. Mais au final, on n'a rien changé, c'est-à-dire que la qualité est toujours la même. Par nature, le chocolat se marie, se mélange, s'entrechoque à des saveurs variées. Pascal Nebout, à Cognac, nous livre une recette surprenante de chocolat au cognac. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une goutte de chocolat noir au cognac. Donc là, le mélange du chocolat, du cognac. Dans la recette, il y a un petit peu de café aussi. On va avoir un ensemble très onctueux, suave, sur des chaleurs quand même un peu hivernales, automnales, et ça peut bien s'accorder avec le cognac. Pour faire cette recette, il nous faut des jaunes d'œufs, du chocolat noir,
au moins 64% de cacao minimum, du sucre, cacao en poudre, du café très fort, chaud, du beurre et bien sûr du cognac. Première chose, c'est mélanger mettre le chocolat à fondre doucement au bain-marie, donc dans un cul de poule. Donc on va mettre le chocolat au bain-marie, doucement sur le côté. Donc là, il va fondre tranquillement pour pas trop l'agresser, quoi. Il fait bien. On met le beurre en même temps. Donc là, on met nos 150 g de beurre. Donc on a préparé un chocolat donc couverture noire, toujours au moins 64% de cacao. Celui-ci, on l'a tablé, c'est-à-dire qu'on lui a fait subir la courbe de température, monter à 50 degrés, redescendre à 24 degrés et remonter à 32 degrés. Et ce chocolat, il va nous servir pour donner la forme au dessert. Donc là, on va aller l'étaler sur le petit rhodoïde et je vais vous expliquer pourquoi la courbe de température. Voilà, notre chocolat est bien en température. Alors, on va prendre le rhodoïde. Rhodoïde, c'est un plastique exprès. Alors, ça se trouve dans tous les magasins spécialisés pour la vente de produits pour les pâtissiers. Mais après, si vous êtes bien avec votre pâtissier, vous pouvez aller le voir et puis il va vous en donner 30 cm. C'est pas, je pense que là, il n'y a pas de problème. Donc, on prend notre rhodoïde et là, on va étaler le chocolat dessus. Alors, tout à l'heure, je parlais de la courbe de température. C'est important de respecter bien ces températures bien précises parce que c'est ce qui va permettre au chocolat de cristalliser, c'est-à-dire qu'il va durcir, il restera bien brillant, on aura un bon résultat. Et là, maintenant, on va lui donner la forme de la goutte. Donc on prend les deux, on le plie et on colle, voilà, sur à peu près 2 cm en bout là. Et là on le maintient un tout petit peu, juste le temps qu'il se cristallise. Donc là maintenant les coques de chocolat en forme de goutte, on les a mis au frais pour qu'elles durcissent, que le chocolat finisse de cristalliser et prendre la forme. Maintenant on va faire la mousse qui va aller à l'intérieur. Les jaunes d'œufs, on va les mettre dedans. Le sucre, bien mélanger le jaune et le sucre va commencer à se dissoudre et ça va prendre une couleur un peu blanchâtre. On va mettre le cacao en poudre. Là c'est bien mélangé, on a une pâte, on voit bien que le cacao a absorbé l'humidité, là on ne peut plus mélanger. Donc là maintenant, on va aller chercher notre chocolat chaud avec le beurre qui est fondu et on va le verser dedans. Pour l'instant, on a des grumeaux, on les voit un petit peu. Et dès qu'on va mettre le café chaud, tout va disparaître. Ça va devenir très très lisse. Là, donc, j'incorpore mon café. Bien chaud le café, donc un double expresso bien serré. Mais surtout chaud. Parce que c'est la chaleur du café qui va redétendre les petits grains qu'on a vus avant. Les grumeaux commencent à disparaître. L'ingrédient phare de ce dessert, donc le cognac. Alors on va mettre une dose d'à peu près 2 centilitres. Je pense qu'il ne faut pas trop, faut que ce soit subtil, il ne faut pas que ce soit agressif, quoi. Donc là maintenant, on incorpore notre cognac. On va la mettre un peu au froid, petit quart d'heure, et après on va ajouter une crème montée. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est un petit peu le petit truc de la recette. On va prendre une crème fraîche qu'on aura battue, crème liquide de préférence qu'on aura battue, et on va l'incorporer dedans, c'est-à-dire qu'on va pratiquement doubler le volume du chocolat et aussi l'alléger, ça va être vraiment une mousse en fait après. On mélange la crème, donc là c'est une opération importante parce qu'il faut mélanger doucement. Si on mélange trop vite, la crème va retomber, on va avoir quelque chose de trop liquide. Voilà, donc on incorpore bien
De toute façon, avant de garnir notre coque, on va la mettre au froid pendant 1 heure. Ce qui prouve que le résultat est bon, c'est que le rhodoïde s'est enlevé tout seul. Hein, en cristallisant, il s'est décollé. On remplit notre coque de chocolat avec la mousse. Au cognac, fourré, praliné, blanc, noir ou au lait, le chocolat séduit depuis des siècles des générations de gourmands. Après avoir été un produit rare, le chocolat est devenu produit de consommation de masse. Son défi du futur, se réinventer en permanence pour rester dans le domaine du luxe.